Grand Dialogue. Sigika Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au menu du Grand Dialogue de ce mardi, les droits de l'homme au Mali. Vous le savez certainement, l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch vient de publier son rapport mondial 2015 et le Mali est suffisamment cité dans le document. Des progrès sont certes mentionnés, mais on évoque également beaucoup d'insuffisances. Quelles sont ces insuffisances? Quels sont les progrès enregistrés? Que doit-on faire pour une meilleure promotion des droits humains au Mali? Ces interrogations seront au centre de cette émission, des interrogations que nous allons partager avec nos invités au nombre de 3. Le premier est donc ici avec moi dans ce studio. Il s'appelle Drissa Traoré. Il est chargé des programmes conjoints à la FIDH et à l'AMDH. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir. Le second, lui, c'est Mohamed El Béchir. Il est coordinateur juriste à Amnesty International Mali. Il sera en ligne. Également en ligne, Madame Corinne Doukfa, elle est chercheuse à Human Rights Watch au siège à Washington. À la présentation, Seydou Fomba. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Je vous le disais en introduction, l'ONG Human Rights Watch a récemment publié son rapport 2015, un document qui s'intéresse donc à la situation qui prévaut en la matière à travers tous les continents. Le document, si vous y avez donc jeté un coup d'œil, comment est-ce que vous le trouvez? Je pose la question en premier lieu à Drissa Traoré, chargé de programme conjoint à la FIDH et à la MDH. Merci beaucoup. Et encore une fois de plus, c'est un plaisir d'être au studio Tamani pour effectivement échanger sur les questions des droits humains qui constituent pour nous des questions cruciales pour effectivement une sortie des crises du Mali et au Mali. Donc la crise qui prévaut depuis janvier 2012, même si effectivement il y a eu beaucoup d'avancées. Alors, pour revenir au rapport de notre organisation sœur Human Rights Watch, avec laquelle effectivement on a des bons rapports, des bons contacts. Et donc, dans ces rapports, j'ai remarqué qu'il y a effectivement des questions, sinon des points signalés qui sont effectivement notés de notre côté, parce que ces rapports parlent de la recrudescence des violences, donc des violations graves des droits de l'homme. Et ces rapports parlent des attaques répétées contre des personnels civils et militaires des forces internationales, des attaques contre des forces armées irrégulières et bien évidemment des attaques contre des populations civiles, notamment dans la partie nord du Mali et de plus en plus on s'étend vers les parties sud et les centres. Et ces rapports parlent également de la lenteur des procédures judiciaires, notamment dans le cadre des crimes commis dans la partie nord du Mali. Et j'ai également constaté dans ces rapports qu'il y est question de la CVJR, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Voilà, nous aurons l'occasion de revenir sur tout cela en détail lorsqu'il s'agira précisément du Mali. Il s'agissait d'un regard un peu général sur le document. Okay. Alors, nous allons joindre à présent Mohamed El Béchir Sengaré. Il est coordinateur juriste à Amnesty International Mali. Alors, Monsieur Sengaré, c'est sûr que vous avez pris quand même connaissance avec le contenu du rapport de Human Rights Watch qui vient donc d'être publié. Et dites-nous votre avis. Bon, bonsoir d'abord, je salue Radio Tamani pour le cadre qu'elle a créé ainsi. Et je salue aussi M. Koné de FDH, que je connais très bien. Idrissa Traoré qui est là. Bonsoir Béchir. Quant du rapport, je n'ai pas une lecture du rapport, mais à la lumière de ce que Idrissa vient de dire, je sais déjà à quoi s'en tenir. Et ensuite, actif à la CNDH aussi, eh bien, la CNDH a produit un rapport sur la situation des droits de l'homme au Mali. Donc, je crois que les défenseurs des droits de l'homme, la plupart du temps, ne se contredisent pas.
Je rappelle que notre troisième participante s'appelle Corinne Doukfa. Elle est chercheuse à Human Rights Watch et au siège à Washington. Elle a quelques contraintes. Nous pourrons donc la joindre ultérieurement pour qu'elle puisse participer à ce débat. Nous revenons donc dans ce studio. Nous donnons la parole à Drissa Traoré qui est chef des programmes conjoints à la FIDH et à l'AMDH. Dites-nous, Monsieur Traoré, d'une manière générale, les droits de l'homme ont-ils progressé ou au contraire reculé? C'est une question difficile, en même temps importante, parce que je crois qu'il faut faire la part des choses, parce qu'il faut aussi diviser la crise malienne en termes de violation des droits de l'homme en plusieurs séquences. Et comme vous le savez, dans un premier temps, avec les premières attaques perpétrées à Guelok et à Menaka, et ensuite la période d'occupation des régions du Nord, donc avec bien sûr des graves violations des droits de l'homme, des atteintes aux libertés individuelles et collectives, la destruction des biens publics et collectifs. Et ensuite, il y a eu la période de reconquête. Alors, période de reconquête marquée par l'intervention Serval et celle des troupes africaines et internationales aux côtés de l'armée malienne. Et pendant cette période aussi, il y a eu des graves violations des droits de l'homme documentées et dénoncées par nos organisations. Donc, après cette période de reconquête, on est, je crois, rentré dans une période de stabilisation et marquée par les renforcements de l'effectif et bien sûr de la mission des Nations Unies au Mali, l'AMINUSMA, et tant dans la partie nord que dans certaines parties du sud. À ce niveau aussi, il y a eu des cas isolés de graves violations des droits de l'homme. Bon, par rapport à l'AMINUSMA, on peut pas parler sans effectivement évoquer ce qui s'est passé à Gao, je crois bien en janvier 2000, si ma mémoire est bonne, janvier 2015, oui, excusez-moi. Et avec ce que les troupes ougandaises ont fait, donc avec soldé par la mort de 3 personnes, 3 civils et des blessés. Et toujours pendant cette période de stabilisation, nous avons assisté à des attaques asymétriques, donc marquées par des attentats terroristes, des attentats kamikazes, et des attaques contre des forains sur certains axes, notamment entre Goundam et Tombouctou, entre Gao et Gossi, et aussi bien que la destruction effectivement des biens privés. Et au même temps, nous avons assisté à si je peux m'exprimer ainsi, à des assassinats contre des personnes supposées être du côté de l'armée malienne, des personnes supposées aider les forces internationales. Et la période dans laquelle on est maintenant, je vais dire la période d'après l'accord de paix, signé définitivement, je crois, le 20 juin à Bamako, et qui auparavant avait été signé, je crois, le 15 mai. Et voilà, après cette période, maintenant, je crois, on peut toujours parler des attaques asymétriques, même si ce n'est pas souvent à la suite des affrontements entre les forces irrégulières et des groupes armés, mais souvent c'est des attaques perpétrées par des éléments, je crois, djihadistes contre les forces internationales et contre les populations civiles et aussi bien contre l'armée malienne. Donc voilà à peu près les différentes séquences qui ont caractérisé quand même la crise des droits humains de janvier à maintenant. Donc voilà, à l'instar de Human Rights Watch, la FIDH et la MDH ont également effectivement des informations capitales par rapport à toutes ces violations. Je crois au moment opportun, ces rapports aussi sortiront. Nous avons, je le rappelle, Mohamed El-Béchir Sengaré en ligne. Il est le coordinateur juriste donc à Amnesty International Mali. Dites-nous, Monsieur Sengaré, comment est-ce que vous appréciez la situation des droits de l'homme au Mali à ce jour précis? Bien. D'une manière générale, on ne peut pas dire que les droits de l'homme n'ont pas progressé au Mali. Parce que, vous savez, nous sommes dans un cadre juridique pluraliste où il y a la liberté d'association qui est reconnue et garantie, la liberté d'opinion, la liberté d'expression. En tout cas, tous les instruments juridiques relatifs, n'est-ce pas, aux droits humains, la plupart, les fondamentaux quand même
sont reconnus et garantis par les dispositions législatives. Donc, on ne peut pas dire que ça n'a pas pour progresser. Maintenant, quels sont les défis auxquels les droits humains sont confrontés? Et M. Traoré a fait allusion à la crise. La crise est un facteur aggravant. Mais le défi majeur même du non-respect de la violation des droits humains, c'est le non-respect des textes. Et ça n'a pas attendu la période de crise. En général, il y a de bons textes, mais dans l'application, il y a des problèmes. Et ensuite, l'impunité. L'impunité est vraiment une gangrène qui met au pas toutes les initiatives politiques que les autorités prennent en faveur du respect des droits humains. Alors, vous voulez certainement réagir, M. Traoré Drissa? Oui, justement, parce que c'est vrai, je ne suis pas rentré dans les causes. Sinon, si je crois qu'on a l'habitude d'en parler ici, et nous allons effectivement continuer d'en parler dans nos différents rapports, dans nos différentes actions. Et il est évident que l'impunité soit à la base des graves violations des droits de l'homme commises au Mali, que l'impunité soit l'une des causes majeures de la crise qui a déclenché en janvier 2012, parce que tout simplement les différentes crises, je crois, qui se sont déroulées dans le passé, notamment en 63, 90, 2006, voilà, et jusqu'à 2012, où nous avons effectivement remarqué qu'avant 2012, aucune réponse n'a été apportée aux besoins de justice. Donc, ce qui veut dire que tous ceux qui ont plus ou moins commis de graves violations des droits de l'homme n'ont pas été jugés et les victimes n'ont pas été mises dans leurs droits. Donc voilà, ce n'est pas un prétexte effectivement pour prendre les armes, mais il faut aussi reconnaître que si des réponses adéquates avaient été apportées à cette question de lutte contre l'impunité, ça allait dissuader effectivement des gens à commettre des graves violations de droits de l'homme. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait dans le passé. C'est pourquoi nous avons dit cette fois-ci que l'État doit être en mesure effectivement de corriger cette lacune. Donc voilà, les choses sont en cours, il y a des choses qui ont été faites, mais beaucoup reste à faire dans ce domaine de lutte contre l'impunité. Il sera 18h30. Dans quelques 45 secondes, nous allons observer notre première coup de pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. La situation des droits de l'homme au Mali à la lumière du rapport 2015 de Human Rights Watch, c'est donc le thème de notre émission Le Grand Dialogue de ce mardi. Pour en parler, nous avons trois invités. Nous avons Mohamed El-Béchir Sengaré, qui est coordinateur juriste Amnesty International Mali. Il est au téléphone. Nous avons dans ce studio Drissa Traoré, qui est chargé des programmes conjoints à la FIDH et à l'AMDH. Il est donc là avec moi et en ligne. Nous avons à présent Corinne Doukfa, qui est donc chercheuse à Human Rights Watch à Washington. Madame Corinne Doukfa, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous venez donc nous prendre en vol. Donc, nous allons vous poser la question à laquelle les deux autres participants ont déjà répondu. La situation des droits humains, des droits de l'homme au Mali, comment vous l'appréciez d'une façon générale, vous qui avez quand même... Vous êtes pour beaucoup dans l'élaboration du rapport qui vient d'être publié. Oui, et encore bonsoir à mon collègue dans la lutte en faveur des droits humains et merci pour m'inviter à cette émission. Très, très important. Donc, on a vu vraiment qu'il y en avait quelques bonnes nouvelles, mais aussi la plupart, c'était de mauvaises nouvelles par rapport au respect des droits humains. On a remarqué dans notre rapport à fin d'année que vraiment, pendant l'année 2015, la situation au Mali en matière des droits humains a vraiment aggravé à cause d'une nette détérioration des conditions de sécurité,
Et ça, c'était malgré la signature des accords du pays qui étaient destinés de mettre fin à toute la crise. Donc, d'abord, on a noté au nord que les attaques lancées par les groupes armés, plusieurs groupes armés, on peut dire, islamiques, se sont multipliés dans le nord et aussi on propagé jusqu'à centre et sud du Mali. On est très, très bien au courant de la situation au Bamako, les attentats contre le terrasse et aussi le Radisson Blue, mais il y en avait beaucoup d'incidents dans lesquels le membre de le gouvernement, le maire, le vice-maire, le pompier, ont été attaqués pour le groupe islamiste. On a enregistré à peu près une quinzaine, une vingtaine de personnes qui étaient assassinées par le groupe djihadiste. Ça, c'est très, très concernant. Aussi, plusieurs civils qui étaient tués et attaqués à cause de la mine interpersonnelle qui s'était placée sur le Grand Axe. Aussi, le problème des banditisme qui vraiment a devenu à un niveau endémique, qui touche et mine le vie de beaucoup de gens au nord du pays. Donc, et aussi, ça s'est illuminé aussi le travail des groupes humanitaires qui ont subi plusieurs attaques. Et aussi le casque bleu de la Nations Unies, qui ont été à peu près 10, ont été tués les années dernières. Pour l'autre côté, le côté des femmes et le gouvernement, on a remarqué, c'était très important, que parfois, plusieurs fois, ils ont répondu à cette attaque avec des opérations militaires qui, à plusieurs reprises, ont commis exactions contre personnes surconnues d'être partisans ou de membres. On a vu peut-être le plus grand incident, c'était les 7 personnes qui étaient tuées pour la Gatia à Tinhama. Et aussi, moi-même, j'ai documenté beaucoup de cas de maltraitance et torture. Donc, c'est-à-dire, je pense que les autres collègues ont un peu parlé de le problème de l'impunité. Il n'y en avait pas. Corinne Doukfa, qu'est-ce que vous retenez de façon particulière qui soit finalement positif? Voilà, donc je pense qu'il y a la volonté du gouvernement pour améliorer le système judiciaire. Ils ont vraiment fait un effort de retourner au nord certains membres de la justice pour prouver que ça marche, la justice au nord. Aussi, le cas le fameux béret rouge a avancé un peu. On espère que ça va, qu'il va être jugé cette année. Donc ça, c'est une avance aussi. Et on espère que l'accord de paix, c'est une avance qu'on espère qu'il va faire venir un peu le pays. Mais comme je dis, l'insécurité règne au nord toujours. Donc il y a et aussi on est un peu concerné par rapport au problème de corruption aussi qui est un pas avancé. Madame, vous allez donc garder la ligne. Nous allons vous retrouver un peu plus tard. Nous retournons dans ce studio. Alors, Drissa Traoré, dites-nous, s'agissant toujours du Mali, quand le directeur exécutif de Human Rights Watch dit, je le cite donc, les autorités maliennes ont consenti peu d'efforts pour enquêter sur les personnes impliquées dans les graves exactions commises lors du conflit armé 2012-2013 et pour veiller à ce qu'elles soient tenues de rendre compte de leurs actes. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, je suis entièrement d'accord avec cette affirmation de Human Rights Watch, parce que je crois que nous l'avons dit aussi à plusieurs reprises. Et quand les premières personnes ont été arrêtées, nous avons effectivement rappelé à l'État la nécessité de mener une véritable politique de lutte contre l'impunité, notamment par une justice saine et indépendante, et de faire aussi la part des choses, c'est-à-dire une différence entre les processus politiques et les processus judiciaires. Mais bon, malheureusement, cela n'a pas été parce qu'à un moment, on avait l'impression que les négociations jouaient beaucoup sur les décisions judiciaires. Donc, ce qui fait que beaucoup de personnes ont été libérées. Corinne en a parlé dans les rapports. Et si on fait un bilan de toutes les personnes qui ont été arrêtées, de toutes les personnes inculpées,
Bon, aujourd'hui, il y a des dossiers qui ont connu leur épilogue. Et il y a des dossiers qui sont bien sûr en instance, mais de façon générale, le bilan est très très mitigé parce que tout simplement, avec toutes les libérations qui ont été opérées et que nous avons même qualifiées de libérations extrajudiciaires, à l'instar du Human Rights Watch, et aussi avec la lenteur, notamment dans les enquêtes, parce qu'il faut reconnaître que pour l'instant, aucune enquête n'a été menée. Bon, je peux peser mon mot, mais les enquêtes n'ont pas été menées effectivement au nord du Mali pour récolter des preuves des différentes exactions commises contre les populations. Donc on peut résumer que les dossiers n'avancent pas du tout. Mohamed El Béchir Sangaré, vous êtes toujours en ligne. Est-ce que vous aussi vous êtes d'accord que les autorités maliennes n'ont pas consenti assez d'efforts pour enquêter sur les personnes impliquées dans les graves exactions commises lors du conflit armé 2012-2013? Bien, bon, pour fournir des efforts, il faut en avoir la capacité. L'État n'est pas présent là-bas. Comment l'État peut enquêter? Enquêter, ça suppose qu'il y a de la police, il y a la gendarmerie, il y a comment dirais-je, les magistrats là-bas, ainsi de suite. Mais à part peut-être Gao, même là-bas, ils étaient tous venus. Et c'est maintenant qu'ils ont commencé à être déployés. Mais ensuite, dans ces régions-là, ils ont des marges de manœuvre qui ne peuvent pas dépasser. Donc, l'enquête même n'est pas possible. Vous voyez, l'enquête n'est pas possible. Bon, ensuite, il y a aussi le fait que ceux-là, donc, en tout cas, ceux-là qui étaient reconnus comme responsables, parce qu'il y a les exécutants, mais il y a les commanditaires. Et il y a beaucoup qui avaient été arrêtés ou bien qui étaient sous les coups de mandat. Et malheureusement, ces mandats ont été suspendus pour des raisons politiques, pour favoriser les négociations. Et moi, je crois que c'est ça le mal dans les conflits armés. Ceux qui prennent les armes, qui font des exactions, ensuite, on impose à l'État de négocier avec ceux-ci. Bon, on ne peut pas leur dire, ils ont la présomption de naissance, mais la justice doit suivre son cours. L'État ne doit pas arrêter le processus judiciaire pour ça. La négociation pouvait continuer, mais les policiers judiciaires pouvaient aussi continuer. Mais pour qu'ils fassent des efforts pour faire des enquêtes, encore faudrait-il qu'ils soient sur le terrain, ils ne sont pas là-bas. Il ne faut pas qu'on se le cache, tout le monde le sait. C'est ce que moi j'ai à dire aussi. Alors, Corinne Doukfa, qui est donc à Washington, elle est chercheuse à Human Rights Watch. Dites-nous, Corinne Doukfa, quand on reproche aux autorités maliennes de n'avoir pas suffisamment consenti d'efforts pour mener des enquêtes, pour mener ces enquêtes, il faut non seulement la volonté, mais il faut aussi de la capacité. Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités maliennes ont la capacité de mener comme il convient des enquêtes sur les crimes commis lors du conflit? Oui, c'est une question très importante, mais d'abord, je voulais signaler juste une petite chose. Et ça, c'est... moi, j'avais fait la recherche dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest, Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal, beaucoup, Sierra Leone, Libéria. Et j'avais toujours remarqué une chose, que je n'avais jamais vu un pays avec une soif pour la justice comme le Mali. Évidence, le fait qu'il y a plus de 100 victimes des violations de chaque côté, qui ont porté plainte. Et ce n'était pas comme ça à Sierra Leone, Libéria, les autres endroits. Donc je dis que ça c'est très important de valoriser le courage des victimes et le soif de justice des victimes. D'abord, mais il y a aussi une chose. J'avais fait la connaissance de beaucoup de juges d'instruction qui sont très courageuses. Ils ont le volonté de faire les enquêtes jusqu'au bout. Donc, mais parfois, il y a plusieurs problèmes. D'abord, c'est le problème de la budget qui est vraiment insuffisant pour soutenir les enquêtes. Aussi, il y a le problème de que parfois les gens impliqués, surtout les gens de la force de l'ordre, ne respectent pas la convocation.
Et donc, ça, c'est l'effort de bloquer le. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail pour faire, mais il y a le bon volonté. Il y a au Mali certains très bons juges, vraiment enquêteurs qui sont prêts de faire. Dernièrement, je voulais signaler une chose. On avait fait une recommandation qui s'était créée une cellule spéciale au niveau de Bamako qui permettra le juge et la justice de travailler en sécurité, un peu comme ça marche le pôle antiterroriste. C'est un peu le même système, mais c'est pas fait à Bamako, qui peut concentrer l'expertise ici à Bamako et qui peut permettra que la justice peut travailler un peu en sécurité. Donc, je pense qu'il faut un peu réfléchir sur l'importance de peut-être mettre en place une cellule d'enquête spéciale. Merci. Alors, Corinne Doufa, je sais que vous avez un programme très chargé. On va espérer pouvoir vous joindre un peu plus tard. Nous retournons dans ce studio. Ici avec moi, Driss Traoré, chargé du programme conjoint à la FIDH et à l'AMDH. Monsieur Traoré, dites-nous, selon quand même, le document, le rapport donc, de Human Rights Watch, les instituts chargés d'assurer l'état des droits à travers le Mali ont fait preuve de faiblesse, une faiblesse qu'il explique par le manque de professionnalisme et l'insuffisance des budgets alloués au système de justice. Quel est votre avis? Oui, comme Bachir l'a dit, c'est vrai, c'est un ensemble de facteurs. C'est un ensemble de facteurs qui ont concouru effectivement à la lenteur du processus judiciaire. Et bon, on peut parler de la faiblesse de la justice ou de la faible capacité de la justice. Et il va de soi quand un pays, on n'est pas, je peux dire qu'on est sorti du conflit, mais généralement dans un pays sortant du conflit, les institutions sont souvent à genoux. Et nous avons remarqué que Human Rights l'a mentionné dans leur rapport. Nous avons remarqué que beaucoup de juges sont rentrés effectivement à Bamako parce que les conditions sécuritaires ne sont pas réunies dans les parties septentrionales. Et ce qui a été à cause de l'absence de la justice dans ces régions du Nord. Donc en ce moment, on peut parler de la faible capacité de la justice à ce niveau parce que tout simplement, tous les tribunaux ont été détruits et tous les juges sont retournés à Bamako. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, je sais que vous serez d'accord avec moi, c'est une crise inédite au Mali. Et généralement, dans ce genre de crise, les juges n'ont pas l'habitude, ne sont pas habitués à traiter ces violations graves et massives des droits de l'homme. Donc, il convient effectivement de renforcer leurs capacités. En parlant des renforcements de capacités, je crois que ce n'est pas forcément l'argent, mais l'argent fait partie. Il y a un besoin matériel, il y a un besoin de renforcement technique, c'est-à-dire amener les juges à s'intéresser aux questions des droits humains, notamment les questions liées aux violences sexuelles. Et c'est aussi renforcer la police scientifique pour pouvoir, qui doit beaucoup aider la justice malienne à faire la lumière sur certaines exactions. Et une police scientifique renforcée donc, aura la capacité de faire tout ce qui est comme autopsie, analyse médico-légale, entre autres, qui vont constituer des preuves légales pour appuyer des dossiers judiciaires. Mais malheureusement, au Mali, on est très faible à ce niveau. Et il y a aussi les processus politiques qui affaiblissent beaucoup l'État. Donc nous savons très pertinemment au moment où l'État a conclu l'accord de paix, on était un peu affaibli à tout point de vue parce qu'après ce qui s'est passé à Kidal en mi-mai a un peu déstabilisé les forces de l'État. Donc voilà, entre autres, un ensemble de facteurs qui ont beaucoup joué sur la capacité de l'État à faire face à toutes ces exactions. Mais bon, cela n'est pas une excuse. C'est pas une excuse pour effectivement dédouaner l'État de son devoir de sécuriser les populations, de son devoir de rendre la justice pour les justiciables, de son devoir de dissuader et surtout de punir les auteurs des exactions commises pendant des conflits. Et là, nous savons très pertinemment qu'il y a des dossiers qui ont avancé. Donc, on pouvait s'appuyer sur ces dossiers. Corinne a parlé du dossier de Béret Rouge, des exactions commises ici. Voilà, on peut effectivement s'appuyer sur la reçue de ces dossiers pour pouvoir amorcer une véritable
investigation, une véritable instruction sur les crimes commis dans le nord du Mali. Studio Tamani, 18h45, presque 46. La suite de ces débats dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Pour ceux qui viennent de nous joindre, la situation des droits de l'homme au Mali à la lumière du rapport 2015 de Human Rights Watch, c'est donc le sujet du grand dialogue de ce mardi. Nous en parlons avec trois invités: Mohamed El-Béchir Sangaré, coordinateur juriste à Amnesty International Mali; Drissa Traoré, chargé de programme conjoint à la FIDH et à l'AMDH; et Corinne Doukfa, qui est chercheuse à Human Rights Watch à Washington. Alors, nous avons parlé des points positifs, on a évoqué beaucoup de points négatifs. En tout cas, selon les rapports dont il est question, il y a une insuffisance au niveau des institutions chargées d'assurer l'état des droits. Maintenant, nous demandons à Mohamed El-Béchir Sangaré, est-ce qu'il partage cet avis, et s'il y a faiblesse, à quoi cette faiblesse est due? Oui, bon, c'est ce que j'avais dit. Quand on dit que l'État n'a pas fait suffisamment d'enquête, donc ça veut dire que il y a, la justice, a pu remplir son rôle comme il se doit. J'ai dit que pour cela, il faut que la justice soit là. La justice n'est pas là-bas. Dans beaucoup de villes, de choses du Nord, l'État malien n'est pas là-bas. Et même s'ils sont là-bas, peut-être ils ne peuvent pas agir seuls. Soit ils sont encadrés par les forces d'intervention, et en tout cas, ils n'ont pas une autonomie, une sorte d'autonomie. Donc, si cela est, il n'y a pas de gendarmerie, il n'y a pas de police, mais ce sont ceux-là qui aident les juges à arrêter les suspects et les déférer par devant eux. Mais si eux sont absents, comment les juges peuvent travailler? Les juges même ne sont pas là-bas. On ne doit pas se voiler la face là. C'est la réalité, c'est la triste réalité. Donc moi, je ne peux pas dire que la justice le fait a faiblement enquêté. La justice n'a même pas les moyens d'être présent dans ces localités, à plus forte raison mener des enquêtes. Alors, donc ce n'est pas que, comme a dit M. Traoré, ce n'est pas un moyen de dédouaner la justice. La justice a son rôle, mais il faut qu'il soit dans les conditions d'assumer son rôle. Et la condition sine qua non, c'est la présence d'abord. Si cela n'est pas, donc il est très difficile de donner une appréciation objective à l'insuffisance ou bien à la bonne ou mauvaise foi de la justice. Nous avons donc en ligne Corinne Doukfa, qui est chercheuse à Human Rights Watch à Washington. Dites-nous, madame, lorsqu'on parle de faiblesse des institutions chargées d'assurer l'état des droits, alors, c'est une faiblesse qui s'explique par des problèmes d'ordre financier, d'ordre matériel seulement? Non, oui, ça c'est une grosse partie. L'insuffisance des budgets alloués au système judiciaire et pénal, ça c'est très important. Et derrière ça, c'est peut-être la priorité ou le manque de priorité qui donne l'État vers le système judiciaire. Mais on peut dire aussi que selon la comparaison avec les juges dans la sous-région, les juges maliens sont un peu bien payés aussi, il faut dire ça aussi. Mais il y a aussi, je pense qu'il peut-être important de dire aussi que l'impunité, la faiblesse des institutions judiciaires, c'était une des premières raisons pour laquelle le Mali avait entré une crise, et plusieurs crises. Donc, je pense que peut-être que l'État n'avait pas accordé l'attention qu'il faut pour pouvoir réhabiliter et soutenir l'État, le système judiciaire. Aussi, parfois, il y a la pratique pas professionnelle, la question de demander l'argent, la corruption qui entre dans le cas, et aussi
interférence politique dans certains cas, surtout le cas de corruption. Donc c'est ça. Corinne Doukfa, justement, dans le rapport que vous avez publié, vous, donc Human Rights Watch, vous parlez justement de la corruption. Alors, en évoquant la corruption comme facteur nocif donc, pour la promotion des droits humains, on est tenté de se poser la question quel peut être le lien entre ces deux choses, entre la corruption et la détérioration de la situation des droits humains. Oui, donc parce que c'est voilà. D'abord, la lutte contre la corruption, c'est essentiel parce que la corruption mine le soutien que l'État pouvait donner pour le système d'éducation, le système de santé, tout ça. Donc il y a un lien entre la corruption et le financement qui peut soutenir qui peuvent satisfaire le droit de l'éducation et le droit de santé. Aussi, la corruption, si ça ne marche pas, donc ça peut miner l'investissement vers le pays, par exemple. Donc ça mine le développement de le pays. Donc j'avais entendu parler de plusieurs dossiers de corruption, parmi eux le dossier par rapport le marché vers le ministre de la Défense qui avait pas vraiment marché. Donc apparemment c'est bloqué. Donc il y a plusieurs enquêtes qui apparemment sont bloquées. Donc je pense que c'est important que les citoyens demandent pourquoi et que le ministre de la Justice assure qu'il y a les avances dans tous les dossiers là-bas. Alors, je vois que Drissa Traoré, le chargé de programme conjoint à la FDH et à la MDH, a envie de réagir après ces propos de Corinne Doukfa. Oui, mais je ne vais pas ouvrir la boîte à Pandore parce que la question de la corruption, c'est un débat, je crois. Le temps ne nous permettra pas de rentrer dans le détail, mais ce qui est sûr, la bonne gouvernance est gage de transparence, d'efficience et pour la promotion de n'importe quel secteur. Donc la justice, à l'instar des autres secteurs, a aussi besoin de cette bonne gouvernance. Et voilà, de lutter contre la corruption, et de promouvoir la transparence pour effectivement permettre un accès efficient et un accès massif à la justice. Et voilà, donc c'est tout ce que je peux dire sur la question. Donc il est plus que nécessaire dans le cadre des réformes que l'État mène des activités allant dans ce sens-là. Nous allons à présent suivre la réaction de Mohamed El Béchir Senghare. Bien, parlant de la corruption, moi je crois que c'est systémique. On peut pas, parce qu'ici on parle de violation des droits humains. Mais la corruption, la corruption peut être la conséquence de la corruption, parce que ça peut être une violation des droits humains. En ce moment, on quitte le nord, on vient dans les zones, dans les sites d'exploitation minière, l'opacité des contrats miniers. Et la manière dont, n'est-ce pas, ces multinationales se comportent en territoire conquis. Et prenez Kéniéba, l'une des régions les plus riches du Mali. Mais il n'y a pas d'électricité là-bas. Si vous allez dans des zones comme Falé, à la matrone allume la torche pour pouvoir faire accoucher ou porter les soins lorsqu'elle se sollicite la nuit. Vous voyez, cela est incompréhensible. Vous voyez. Donc, s'agissant de la corruption, ça, comme M. Traoré a dit, c'est systémique. Et c'est la vraie gangrène, n'est-ce pas, qui mine le Mali dans tous ses aspects. Nous allons joindre à présent Corinne Doukfa, elle est toujours en ligne. Je rappelle qu'elle est chercheuse à Human Rights Watch à Washington. Alors, cet aspect donc du rapport, nous allons l'évoquer. Outre en fait l'État malien et les groupes armés, le rapport épingle quelque part l'aménagement de la France et l'Union européenne par rapport à la situation au Mali. Selon l'ONG, donc, ces acteurs ont rechigné
à réclamer publiquement l'ouverture d'enquêtes sur les crimes passés et actuels. Comment comprendre cela, madame? Sur quoi, pardon, je n'ai pas entendu, il y a un problème avec la ligne, pardon. Alors, nous allons donc reprendre la question. Je disais que le rapport épingle quelque part la mission donc au Niger, au Mali, la France et l'Union européenne par rapport à la situation. Et selon donc Human Rights Watch, ces acteurs ont résigné à réclamer publiquement l'ouverture d'enquêtes sur les crimes passés et actuels. Alors, comment est-ce que vous comprenez, oui? Comment vous comprenez cela? Oui. Ok. Donc c'est notre par rapport à seulement parler de le comportement du gouvernement, c'est ça, non? Oui, pas seulement, parce que quelque part, je notais quand même que selon le rapport, l'aménagement, la France et l'Union européenne ne s'empressent pas quand même à réclamer publiquement l'ouverture d'enquêtes sur certains crimes passés et même actuels. Oui. Donc on a parlé un peu, on a parlé un peu de l'importance de que la France, les États-Unis, le MINUSMA mettent en priorité aussi la situation des droits humains au Mali, parce que parfois qu'ils mettre un peu la pression qu'il y a l'ouverture des enquêtes par rapport, pas seulement la violation de 2012-2013, mais sinon la violation qui continue pendant les années. Par exemple, la nouvelle violation commise pour la force de l'ordre et aussi pour le groupe islamiste. Alors, nous vous remercions infiniment, Corinne Dougfa, vous qui êtes chercheuse à Human Rights Watch à Washington, pour votre disponibilité. Nous allons vous retrouver certainement les semaines ou les mois à venir pour revenir sur ce sujet combien important. Nous retournons donc dans ce studio pour retrouver Drissa Traoré, chargé du programme conjoint à la FDH et à la MDH. Drissa, le mot de la fin. Et c'est un mot d'espoir. C'est un mot d'interpellation. Donc, au nom de la FIDH et la NDH, nous exhortons les autorités maliennes à diligenter le processus judiciaire dans le cadre notamment des conflits, dans le cadre notamment des crimes commis au nord du Mali. Et nous demandons également au gouvernement de créer cette chambre spécialisée, comme Corinne l'avait dit, pour permettre effectivement de traiter de façon autonome les violations graves des droits de l'homme commises pendant la crise malienne. Et donc, nous demeurons convaincus que seule cette justice, cette réponse adéquate aux besoins de justice pourrait permettre au Mali d'aller vers une réconciliation de cœur et d'esprit. Alors, puisqu'il nous reste tout de même quand même une minute, je crois que nous allons demander à Mohamed El Béchir Sengaré de s'exprimer juste en quelques mots. Alors, apparemment, il n'est plus en ligne, donc nous sommes au terme de ce grand dialogue, le grand dialogue de ce mardi. Je rappelle que le sujet, c'était la situation des droits de l'homme au Mali à la lumière du rapport 2015 de Human Rights Watch. On prépare à l'émission Mohamed El Béchir Sengaré, coordinateur juriste à Amnesty International Mali. Ici, dans le studio, était avec moi Drissa Traoré, chargé de programme conjoint à la FIDH et à l'AMDH. Corinne Dougfa a également pris part à l'émission. Elle est chercheuse à Human Rights Watch à Washington. L'émission vous a été présentée par Seydou Fomba, réalisation Ousmane Diadje Touré. Mise en ordre Gagné Kanté, régie vidéo Seydou. On se retrouve demain pour un autre sujet. Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.